Quelles sont les différentes étapes quand on achète son premier appartement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo où je vais t'expliquer toutes les étapes pas à pas du début jusqu'à la signature de l'acte définitif. Ça va te permettre de caler ce que tu dois faire, quand, quoi, comment, etc. Si tu ne me connais pas, moi c'est Willem. Sur cette chaîne, je vais t'expliquer comment gagner de l'argent avec l'immobilier, comment gagner de l'argent avec le freelance par exemple. Je vais te donner des tips. Je vais t'expliquer toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker. Même si tu kiffes, n'hésite pas à liker si tu kiffes de ouf, à mettre un gros pouce bleu. Partage-moi tout ça, active la cloche pour être dans le game toi aussi et faire partie de l'équipe. Ok, donc maintenant que tu as fini de bosser, c'est moi qui vais rentrer dans les 10 tips aujourd'hui pour acheter son premier appartement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tips numéro 1, gestion du budget. Donc j'ai fait une petite vidéo, tu trouveras ici en haut, pour gérer son budget, où je t'explique comment faire pour épargner, etc., etc. Bon, je t'invite à suivre la vidéo. Donc tu peux faire pause, tu peux aller voir la vidéo ou regarder toute la vidéo, tu regarderas après. Ok, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut préparer du cash. Je le répète encore et encore, pour la je sais pas combienième fois, tu verras ça sur tous mes modules, toutes mes vidéos YouTube. Même si tu fais du 110%, il faut du cash. Parce que ça se trouve, tu auras payé les frais annexes. Les frais annexes, c'est quoi? Frais de dossier, frais de garantie. Quand le notaire va faire ton financement, il va peut-être te demander, il va te demander de payer la composition du compromis. Il faut payer ça. Tu vas peut-être mettre un séquestre, tu vas peut-être avancer les frais de travaux. Enfin bref, je peux te sortir plein de frais. Même si tu fais du 110% et qu'après tu es remboursé de ces frais-là ou pas, il faut du cash de côté. C'est impossible d'investir avec 0 €. Et c'est même n'importe quoi, parce qu'il faut des fonds de sécurité. C'est n'importe quoi d'investir quand tu n'as pas de fonds de sécurité. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc même si tu as de 110%, il faut que tu prépares ton cash. Tip numéro 2, l'objectif. C'est très important de fixer son objectif. Il y en a trop qui vont sur le bon coin. Moi j'ai mis 9 mois. Ils vont sur le bon coin. Ah, qu'est-ce que je vais acheter aujourd'hui? Ah, c'est pas mal ça. Ouais, je crois que je vais faire une colocation. Ouais, je crois que c'est bien. Ah non, mais je vais faire un immeuble de rapport. Ouais, c'est trop bien. Non, 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 je crois que je vais faire de la LCD. Je vais faire de la LCD, c'est pas mal ça. Peut-être de l'achat-revente. Vas-y, William, continue, désolé. Ah, merci. Il faut fixer son objectif en fait. Il faut que tu dises, ok, j'habite à Rennes. Il y a la fac juste à côté, je vais faire de la colocation, je vais louer direct. Orly n'est pas très loin de chez moi, ou même pas, j'habite même pas à côté d'Orly, en Ile-de-France. J'habite même pas à côté d'Orly. Petit dédicace à... Il va se reconnaître, discuter, je parle de sa LCD, il va se reconnaître, on en a parlé hier. J'habite même pas à côté de Orly, mais j'achète un studio qui est juste à côté de la gare de Orly ou de Roissy-Charles de Gaulle, peu importe. Et il y a une navette et les gens vont direct là-bas. Donc je vais faire de la LCD, je sais que ça va marcher. Je vais prendre une maison, je vais faire de la division, etc., etc. Parce que j'aime bien faire la division, j'aime bien gérer les travaux, etc. Je sais que dans cette ville, je suis autorisé parce que je me suis renseigné sur le PLU. Enfin bref, il faut fixer ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne va pas sur le bon coin si tu ne sais même pas si tu veux faire de la coloc. Un IDR, de l'achat-revente, etc., etc., etc. Il n'y a pas de... Le meilleur plan, en fait, c'est la division. C'est ça qui rapporte le plus de sous. Donc, c'est-à-dire que tu achètes un immeuble, tu divises en studio, tu fais la LCD. Il faut diviser. Ou quand coloc, c'est le meilleur plan. Donc, après, fais le meilleur plan qui est adapté à cette situation. Il n'y a pas un business, une exploitation qui est meilleure que d'autres. Comme je te dis, la division, ça va rapporter plus d'argent. Mais après, il faut s'adapter à ta situation personnel. Tip numéro 3, le calcul de rentabilité. Il faut en fait que tu saches, première chose, évaluer à peu près les travaux. Tu vas me dire, mais comment on fait pour évaluer les travaux? En fait, si tu as des petits travaux, si tu as à faire juste un peu de rénovation, de la déco, tu sais que tu dois dépenser entre 300 et 500 € le mètre carré.
Si tu vas commencer à tout chambouler, toucher la plomberie, l'électricité, tu vas monter à 500, même à 800 euros le mètre carré. Si tu fais de la grosse rénovation, tu commences à péter des trucs, des mots porteurs, machin, à tout changer de A à Z dans l'appartement, dans la maison, tu seras à 1000, 1200 euros le mètre carré. Donc tu mets en tête cette estimation à la louche. Et après, quand tu vas visiter, tu te dis qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Tu notes ce qu'il y a à faire. Enfin, quand tu vas visiter, même pas. Tu mets ta liste de questions. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans cet appartement, cette maison. Tu fais tu prépares une liste énorme des questions à se poser. Je te ferai une vidéo dédiée sur les questions qu'il faut se poser. Donc tu prépares une liste énorme et tu dis, ok, est-ce que vous avez, à combien vous estimez les travaux? Ça c'est pour voir si l'agence il ment ou pas, entre guillemets. Et par expérience, en fait, à chaque fois que l'agent m'estime les travaux, je fais x2. Donc, notez ce tips. Quand l'agent vous dit qu'il faut faire 30 000 euros de travaux, multipliez par 2. Donc moi, en fait, le but, c'est de savoir s'il y a des grosses choses qui sont irréversibles, des fissures qui vont me coûter beaucoup d'argent, des fissures dans le niveau de l'immeuble, un ravalement au niveau de la maison, enfin bref, des choses comme ça énormes. Et c'est ça que je veux savoir, en fait. Et après, il faut que j'arrive à évaluer les travaux à la louche pour calculer ma rentabilité. Ensuite, la deuxième chose, il faut que tu saches estimer le loyer. Par exemple, si je m'intéresse à une colocation, comment je calcule le loyer? En fait, je prends le studio, je diminue à peu près le prix de 20%, je regarde toutes les colocations qui sont aux alentours, je fais mieux. Par exemple, si les gens proposent une télé dans chaque chambre, pour moi ça ne sert à rien une télé dans chaque chambre, avec les tablettes et tout, ça ne sert à rien. Avec Netflix, moi aussi je vais proposer un service Netflix par exemple. Par exemple, si les autres colocations proposent femme de ménage, moi je vais proposer une prestation ménage. On propose toujours plus que les autres, donc tu peux te mettre au-dessus, regarde un studio qui est nickel, meublé, et tu fais à peu près moins 20%. Donc il faut que tu établisses le prix du loyer, tu as le prix des travaux à peu près, parce que tu vas poser les questions à l'agent sur les travaux que ça va coûter, sur ce qu'il y a à faire, etc. Tu fais x2 par rapport à ce qu'il te donne. Tu as la taxe foncière, tu calcules à peu près au niveau des entretiens que ça va te coûter. Tu calcules au niveau, si c'est une colocation, des taxes non récupérables. Donc les charges qu'on appelle non récupérables, c'est-à-dire qu'ils sont immuables à toi, tu es obligé de les payer. Donc je t'expliquerai dans une autre vidéo. Donc tu me dis en commentaire quand tu as des questions, ce que c'est les charges non récupérables, etc. Voilà, tu calcules l'ensemble des charges qui sont à tes frais, tu as les travaux, tu as la taxe foncière, tu as les impôts, mais comme on va partir sur le MNP, où c'est plus simple, tu n'auras pas d'impôts pendant plusieurs années. Je ne vais pas dire que tu n'auras jamais d'impôts, c'est faux. C'est pendant plusieurs années, ça dépend des travaux que tu fais, et ça dépend de ce que tu fais. Donc je ne peux pas te dire pendant combien d'années, puisque ça dépend. Et puis ça dépend de la TMI, enfin bref, il y a plein de choses. Et très important de calculer la rentabilité, c'est-à-dire que donc j'ai fixé mon objectif, je veux une colocation par exemple, et je sais que si j'achète une colocation pour 300 000 euros, je veux 1000 euros de cash flow net par mois. Si j'achète une colocation de 200 000 euros, je veux 800 euros de cash flow net par mois. Donc tu as vu, tout ça, c'est avant même que j'ai mis un orteil de visite. Avant même que j'ai appelé les banques. Tout ça, il faut le faire. Tip numéro 4, le réseau. Le réseau, c'est hyper important. Hyper important. Dis-moi si tu as besoin de réseau, je pourrais peut-être t'aider et te faire bénéficier de mon réseau, surtout si tu es en Ile-de-France. Même si tu es ailleurs, on peut s'arranger. Il faut que tu aies un comptable dans ta poche. Quand je te dis un comptable dans ta poche, c'est des comptables qui a déjà investi en immobilier et qui fait des choses borderline. Quand je dis des choses borderline, ce n'est pas des choses illégales. C'est des choses borderline, c'est-à-dire des choses à la marge, qui sont à ton avantage, mais qui sont un peu limites. Il faut un fiscaliste. Fiscaliste, là, c'est si tu commences à avoir des SCI, à vouloir faire des montages, etc. Tu peux payer des prestations fiscalistes à des questions. Mais ça, c'est pas le plus important. Comptable obligatoire. Je sais qu'il y a des artistes qui veulent faire leur compta eux-mêmes. Je sais qu'il y a des artistes qui veulent faire leurs travaux eux-mêmes. Mais pour moi, c'est des bullshit. Les travaux soi-même, c'est des bullshit. Sauf si tu fais de l'achat-revente. Là, oui, ça, c'est bien. Du marchand de biens, etc.
Mais faire sa compta soi-même, faire des travaux soi-même, non. On est investisseur, on est gestionnaire, on est entrepreneur. Nous, on gère le business, on crée de la valeur, on crée du contenu, on crée des choses pour gagner de l'argent. Après, on délègue à des experts compétents. Tu ne peux pas être entrepreneur, investisseur, faire les travaux toi-même, faire la compta toi-même, faire la fiscalité toi-même, machin, etc. Tu ne peux pas tout savoir. C'est pas possible. Délègue. Délègue. Un maître d'œuvre. Très important d'avoir ça dans ton équipe parce que c'est lui qui fait les factures, les devis. On peut s'arranger, t'inquiète. Un agent immobilier, bien sûr. N'hésite pas à faire plein d'offres. N'hésite pas à t'entraîner et à dire à l'agence que tu es. Même si tu n'as pas encore investi. Moi, j'ai dit dès le début. Au début, les gens ils rigolaient. Oui, bonjour, je suis investisseur immobilier, machin. Vous avez déjà fait? Non, mais j'ai un business plan, machin. Ils rigolaient. Mais maintenant, est-ce qu'ils rigolent moins? Maintenant, je dis j'ai 2 millions. C'est ça qui est marrant en fait dans le business. C'est que maintenant, je dis que j'ai 2,5 millions d'encours. Et les gens, comment t'as fait, machin? Mais comment j'ai fait? Mais quand j'avais rien, quand j'étais à zéro, j'étais en train de le faire. Tu m'as pas demandé comment j'ai fait. J'étais en train de le faire. Tu m'as pas suivi, tu me prenais pas au sérieux. Mais par contre, moi, tous les partenaires avec qui je suis en ce moment, ils m'ont connu quand j'étais à zéro. Quand j'avais 0 € d'immobilier. Ils m'ont pris au sérieux. Et c'est comme ça qu'il faut que tu raisonnes. Prends les gens au sérieux. Même si le mec, la personne, elle a rien, même s'il est au SMIC. Tout le monde peut devenir riche un jour. Et même si la personne n'est pas riche, il faut prendre quand même les gens au sérieux. Maître d'œuvre, courtier en assurance de prêt. Et dis-moi en commentaire si tu en as besoin, je te filerai mon partenaire. Elle m'a fait économiser donc sur un bien, ma résidence principale, mix RP locatif. J'étais à 300 € de mensualité. Donc j'ai dit oui à la banque, après j'ai changé direct. Je suis passé à 80 €. Elle m'a fait gagner 220 €. Tu te rends compte, 220 €? Mais je peux acheter un appart avec ça, un petit appart en province. Donc c'est très important, le réseau, de t'entourer d'un réseau qui peuvent être réactifs très très rapidement. Ok, donc ça, au début tu n'en auras peut-être pas, mais demande un réseau à ceux qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Demande-moi à moi. Ou construis-toi ton réseau, mais construis-toi ça au plus vite. Tip numéro 5, le dossier bancaire. C'est très important d'avoir dossier bancaire à ce stade-là, de l'avoir ficelé. Donc je t'invite à regarder dans les commentaires où je te mets un guide pour présenter ton dossier bancaire. Donc n'hésite pas à le télécharger. Présente ton dossier bancaire, présente tous les chiffres, parce que là, tu vois, on a calculé la rentabilité avant même, donc tu vois là, on n'est même pas à l'étape de l'offre, avant même d'aller visiter les biens, avant même d'appeler la banque. Il faut que ce soit ficelé. Dossier bancaire au top avec tous les chiffres. Ok. Tip numéro 6, création de rentabilité, recherche de biens. On ne recherche pas un bien rentable. On ne trouve pas un bien rentable. On crée une rentabilité sur un bien. Tu as vu la différence? On crée de la rentabilité. Comment créer de la rentabilité? Il faut créer de la valeur. Comment on crée de la valeur? La rénovation, la décoration, la division. C'est les 3 leviers pour créer de la valeur. Ensuite, tu as des choses extérieures qui font que ça va créer de la valeur à ton appartement sans que tu n'échanges rien. L'avenue du métro, l'avenue d'une gare, l'avenue d'une fac, etc., etc. Si tu arrives à avoir cette info en avance de phase, par exemple, moi je te dis, un truc qui va m'intéresser où je vais investir, c'est entre Bordeaux et Toulouse. Je vais voir dans cette ville parce qu'il va y avoir une ligne de train. Et si j'arrive à avoir un appartement dans cette zone-là et dans plusieurs années, il y a une ligne de train qui va être construite, ça va apporter de la valeur automatiquement en fait. Automatiquement. Donc apporte de la valeur à ton bien. Il faut que tu crées la rentabilité en fait. On ne trouve pas de bien rentable. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent dans quelle ville investir, donne-moi la ville, donne-moi la machin. Et la ville ça sert à rien parce que si tu ne sais pas créer de la rentabilité, tu vas investir dans la même ville que moi. Moi je vais faire 1000 € de cash flow. Et toi même dans le même quartier, tu vas perdre de l'argent. Donc il faut que tu accentues tes recherches de cette façon. Regarde sur le bon coin les annonces qui sont moches, regarde les annonces qui sont mal détaillées, regarde les annonces sans photo, regarde les annonces bizarres. C'est ça qu'il faut que tu vises en fait. Les annonces bizarres, moches, etc. Vise uniquement ce type d'annonce-là sur le bon coin, sous loger, etc. Enfin bref, où tu veux, mais les annonces qui ne sont pas claires.
ok? Prépare ton offre dès la première visite. Comme je te l'ai dit, il faut que tu prépares ta liste de questions. Il faut que tu l'envoies à l'agent immobilier avant de visiter parce qu'il faut que tu calcules ta rentabilité, pour que tu prépares ton dossier bancaire, etc., etc. Quand je visite, je fais une offre. Pourquoi faire une offre tout de suite? Il faut bloquer le bien. Moi, je suis en Île-de-France, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc, il faut bloquer le bien le plus rapidement possible. Quand je visite, j'amène mon offre directement. Ça permet en plus psychologiquement de montrer au vendeur que tu connais le game, que tu es très intéressé et en plus tu as plus de marge pour faire une offre agressive parce que tu ne lui laisses pas le temps de réfléchir. Donc quand tu visites, c'est pas là que tu poses des questions, c'est avant. Tu amènes ton offre et dedans tu mets directement que tu ne veux pas mettre de séquestre. Ensuite tu l'expliques. Tu demandes le plus de choses, tu fais des offres agressives et tout, mais tu l'expliques. Et avant de faire l'offre, de visiter dans toutes les questions, tu demandes à l'agent pourquoi il veut vendre, etc., etc. Enfin bref, je te ferai un guide gratuit pour t'expliquer la liste de tes questions à poser. Mais il faut absolument que tout ça, ce soit vraiment indiqué. Il faut que tu saches avant de faire ton offre. Donc c'est très important en fait. Mais surtout quand tu visites, tu fais une offre directe. Tu me dis oui, mais l'artisan n'est pas passé. Non, 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 tu as fait les calculs à peu près. L'artisan, le maître d'œuvre, il passera dans un deuxième temps. Bloque l'offre dès la première visite. Ensuite, tips numéro 8. On va voir les banques avec l'offre signée et avec le dossier bancaire qui est déjà préparé. Tu as préparé ton dossier bancaire, tu as négocié les séquestres à zéro, tu es bon, tu vas voir la banque. Et là, il faut que tu négocies avec la banque. Donc, comme d'habitude, la banque, c'est un partenaire commercial. Donc, je t'invite à voir cette vidéo où j'explique comment convaincre la banque, comment éviter d'avoir un non. Tu négocies les différés, la durée de crédit, etc., etc. Tu négocies tout ce qu'il faut et tu vas voir les bonnes banques, comme d'habitude, pour enchaîner les investissements. Ce n'est pas un premier appartement et ton dernier appartement. Raisonne sur du long terme. Donc, tip numéro 9. Ensuite, il faut négocier avec le notaire, la partie notaire. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il faut négocier avec le notaire? Et tu as vu, donc on a été voir la banque avant de signer le compromis, quand tu as tous les éléments. Tu peux aller voir la banque avant, il n'y a pas de souci. Après, tu fournis le compromis très rapidement, c'est pour anticiper. Ne fais pas la même chose que la masse, n'oublie pas. Le notaire, il y a deux choses à négocier. Il faut absolument que tu lui expliques que tu ne veux pas mettre de séquestre. Tu lui dis que tu es investisseur, même si tu n'as jamais investi. Tu insistes sur le fait que tu es investisseur, que tu connais des gens qui ont déjà fait ça, et que tu veux mettre 0 € de notaire. Les notaires, ils ont la dent dure sur... Enfin, je ne sais pas pourquoi ils sont bloqués sur ce sujet, mais ils vont t'expliquer que en général, il y a 5 à 10% de séquestre. Enfin, 5% de séquestre par rapport au prix du bien. Et ils te disent pas que c'est la loi, mais ils te mettent dans la tête que c'est carrément obligatoire. Il faut absolument leur dire que tu mets 0. En fait, il faut qu'ils soient de ton côté là-dessus. Donc il faut que tu lui dises que tu veux mettre 0 € de séquestre qui te défendent par rapport aux vendeurs. D'accord? Donc tu expliques que tu veux mettre 0 €. Ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, la deuxième chose à négocier, c'est les travaux au niveau du compromis. Souvent, quand tu fais un compromis, les notaires, ils détestent rajouter la partie travaux. Moi, je demande toujours des travaux. Mais j'insiste vraiment pour que quand il explique le financement, mets un taux raisonnable en fait, pour pouvoir sortir de la vente au cas où. N'oublie pas, très important, il faut toujours se mettre une sécurité, même si ça ne m'est jamais arrivé de sortir d'une vente quand j'ai signé un compromis. Mais n'oublie pas en fait de te mettre une sécurité au niveau du taux, au niveau de la durée, comme ça, tu peux sortir de la vente et avoir tes refus. Il faut savoir en fait que même si tu n'as pas de refus écrit, tu peux quand même sortir de la vente. N'aie pas peur. Il y en a qui disent oui, il faut de refus, machin. Pour que le vendeur récupère les 10% ou les 5% de séquestres que tu as mis, ou qu'ils te mettent des indemnités, machin, il faut aller en jugement. Ensuite, son bien est bloqué, il ne peut pas le vendre dans certains cas. Tu penses que le vendeur, il va attendre le jugement, machin, 95-98% des cas, il ne va pas aller au bout. Donc si tu as la preuve que tu as sollicité les banques, etc., même si tu n'as pas de refus écrit, tu peux sortir de la vente. Ok? Donc ça, c'est fin de la parenthèse. Donc insiste bien par rapport au notaire pour qu'il indique les travaux, le financement au niveau
du compromis comme ça. Quand tu vas voir les banques, tu es plus crédible. Tu dis, regardez, c'est marqué, je demande des travaux. Parce que quand tu demandes des travaux que c'est pas marqué, ça peut passer, hein, mais ça fait plus pro. Il a bien montré que c'est ça que tu voulais par rapport au compromis, c'est ça qui a été négocié avec le vendeur. Donc ça correspond bien au projet que tu veux faire en fait, ça sort pas de nulle part. Ensuite, le tip numéro 10. Attention à quand tu signes ton acte définitif. Ne signe jamais le 25, le 30 décembre, fin d'année. Parce qu'en fait, ça te fait une année comptable, ça te fait une CFE en plus, alors que tu as signé en fin d'année. C'est la première erreur que j'ai faite sur mon premier financement où j'ai signé le 30 décembre, je crois un truc comme ça. Signe en début d'année. Donc quand tu es vers décembre, signe en début d'année. Ensuite, par rapport à la signature, calcule bien par rapport au début de location. Moi, je fais beaucoup de colocation et c'est bien quand mes biens sont prêts en juillet ou en août ou en septembre ou en octobre. Là, j'ai fait une colocation sur ma maison où mon bien était prêt vers octobre, novembre. Et là, en janvier, c'est un peu galère parce que c'est pas une période très facile pour la colocation. C'est pas l'idéal. Donc c'est bien qu'en fonction de ce que tu fais, donc anticipe par rapport à ton objectif et ce que tu as visé. Anticipe tout ça par rapport à tes travaux et joue un peu sur les compromis, etc., sur les délais pour que quand ton bien est prêt, il faut la date soit propice par rapport aux gens que tu vises à la location. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu te sens prêt pour acheter ton premier appartement. Tu suis toutes ces étapes, tu fais ton dossier bancaire et tu fonces à la banque. Abonne-toi, partage et like pour rentrer dans le game de l'investissement. Ciao!